Bonjour à toutes et à tous. En guise d'ouverture, une ouverture de film, où l'on commencerait par la fin, c'est-à-dire où l'on partirait d'aujourd'hui, avant, plus tard, de remonter dans le temps de l'histoire du cinéma, du spectacle et des femmes. Spectacle des femmes et spectacle par les femmes, les actrices, les autrices, les anonymes. Roger rolls Fox from behind these doors on the second floor. When employees say the second floor, they mean Roger, or the many VPs paid to enact his will without qualms or questions. Now, I know what some of you are thinking, and no, Roger does not tell us what to say on air. He doesn't have to. Love that dress, Megan. Thank you. Oh, really? I love it. He's not horny. He's just ambitious. Roger is always watching. The Eagles postponed their appearance because co-founder Glenn Frey is too ill to travel. In a statement, the band announced... Morons. The phone in his office connects directly to the control room, which is down on the first floor. Yes, sir? You fucking idiot! That's not Glenn Frey, it's Don Henley! Dump the B-roll. Back to Anchor. That's not Glenn Frey, that's Don fucking Henley. Oh, shoot. What the fuck, Kayla? I'm sorry, I don't know secular music. The Eagles? Only the biggest band of the 70s. When my mom was a toddler, they all look the same. They're just old. Down in the basement is the Fox newsroom. All our shows have crews who work in these pods. This is my staff. Hey guys. Hey. We're below the city, so it smells like mold, but there hasn't been a rat sighting in 4 months. Yeah. The anchors and their key producers have base camps here on 17 and 18, often decorated with viewer art. And everyone in this building, even Roger, answers to 8. The 8th floor is home to CEO Rupert Murdoch and his sons. This is the power behind the power. The actual studios are scattered around the building. Most anchor and show offices are here. Above are Fox Business, Radio, New York Post, and the Wall Street Journal. Most of the American conservative establishment in one building. The stage is finally set for tonight's Republican debate in Cleveland. All the candidates are looking for a boost tonight, but only 10 of them have a chance to appeal to voters in prime time. Trump has a real problem with women. I want to ask about it. You can back that up? Yes. Good morning. Morning, Chris. Excuse me. Scandale, bombshell. Mauvais film, beau film. Si on le considère comme le film d'auteur d'un nommé Jay Roach, faiseur des Austin Powers et de quelques fictions approximativement de gauche, non, ça tire à la ligne, c'est un film dossier énième, sans éclat et sans subtilité. Mais s'il est beau, si tout de même, c'est un beau film. Dans son déroulé élastique et sa plastique du plus haut chiquet, c'est que Scandale, c'est le film de Charlize Theron. C'est un film de caméléon, c'est un film d'autrice. Politique des actrices, politique des autrices. Scandale, donc, en 2019, donne à cette idée qui fait son chemin un tournant négocié. C'est son actrice principale, méconnaissable, maquillée sous les traits de son modèle à la ville, la journaliste de Fox News, Megyn Kelly. C'est ce corps d'actrice travaillé en aberration prosthétique, parce qu'on ne reconnaît pas du tout Charlize Theron sous les prothèses camouflage et les ajouts cosmétiques, comme dans Monster, dans cet art transformiste de mise en scène de soi exercé dans toute son œuvre. C'est ce corps vaguement aberrant qui fait faire d'entrée au spectateur le tour du propriétaire, comme on voit, du décor maquetté à l'échelle. Enfin, c'est elle qui dirige. Dans le lieu, dans l'espace, dans le récit, c'est elle qui littéralement met en scène et sur scène. Charlize Theron dirige le film de l'intérieur et aussi, elle en est à l'initiative puisqu'elle l'a coproduit. Beaucoup d'actrices, depuis au moins 20 ans, produisent et coproduisent leurs films ou même d'autres films, comme Drew Barrymore, qui a entre autres produit Donnie Darko, Sandra Bullock, Charlize Theron, donc, etc.
Scandale suit alors une autre variable que les attendus du jugement cinéphile de conformité, de label politique des auteurs qui fait depuis 60 ans les beaux jours des gazettes, revues, magazines en pantoufles. Et selon un principe esthétique né d'un féminisme revendiqué, Scandale suit le principe donc de l'actrice-autrice. C'est un principe ancien et nouveau. C'est pas né de la dernière pluie, contrairement à ce qu'on voudrait croire, tant du côté de la cinéphilie que du côté du féminisme. Comme on voudrait aussi nous faire croire que le terme autrice est un néologisme récemment sorti du chapeau de sorcière, bien évidemment, en effraction linguistique de femmes prêtes à tout pour torturer la langue française, ce qui est un fait faux, c'est un vieux mot et je vais y venir. Enfin, de ce que j'en sais, moi, de ce que j'en vois depuis l'enfance, l'actrice-autrice a toujours été là, devant nous, devant moi, me faisant face, et présidente aux réjouissances d'une mise en scène entièrement dévolue à elle et qu'elle organise autour d'elle. L'actrice-autrice, que ce qu'on nomme le personnage, ne masque que pour la révéler, la découvrir et l'exprimer, en toute conscience, ou parfois inconsciemment, dans une démarche artistique volontaire et consentie de la comédienne. C'est une démarche aujourd'hui revendiquée en tant que telle, ce qui n'était pas forcément le cas à une époque où il fallait avancer masqué. Et donc c'est aujourd'hui mon sujet. Ce faisant, donc, Scandale permet de retrouver un goût offensif et polémique quant à savoir qui fait le film et de comment le regarder, l'envisager, le penser, de façon un peu, sinon nouvelle, disons renouvelée, dans cette innocence retrouvée et une fougue à nouveau possible de savoir si un film sans auteur-cinéaste, on m'entendra régulièrement distinguer donc l'auteur-cinéaste de l'actrice-autrice, peut quand même être jugé un beau film, pour peu qu'on le considère sous une lumière autre, sinon une lumière nouvelle, celle donc de l'actrice-autrice qui peut, comme ici, s'y mettre à plusieurs, à trois. Donc Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Et donc c'est une possible façon de trancher avec le ronron cinéphile. Et même aussi avec le ronron des Cultural Studies qui admettent, au moins depuis Laura Mulvey et son essai roboratif intitulé Plaisir visuel et cinéma narratif, publié en 1975 dans Screen, que le cinéma mainstream, classique, Hollywood en résumé, aurait de toute éternité servi de machine à opprimer les femmes, à les soumettre au regard masculin et au désir concupiscent du mâle, gaze bien entendu. On appelle donc de nos voeux la possibilité d'une politique des actrices-autrices qui retourne et redistribue un peu les choses différemment. Et actrice-autrice anonyme, en cela qu'elle ne signe pas le film, elle ne le réalise pas, ou pas toujours, et longtemps pas du tout. Charlize Theron n'est pas créditée dans Scandale à la mise en scène. Donc ce sont ces trois corps, Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, qui sont diversement documentaires, modelés et remodelés esthétiquement, qui sont trois comédiennes qui prennent le parti maquillé, démaquillé de s'auto-documenter. Il y a dans Scandale cette sincérité absolue de grandes actrices qui, caméléons d'elles-mêmes, font toujours semblant d'interpréter une autre. On a commencé par la fin, donc. Et aujourd'hui, l'évolution de la société, du cinéma, des mœurs, ne rend pas surprenant qu'un tel film existe et qu'on puisse en dire ceci, donc, que c'est un film d'actrice-autrice. Mais moi, ce qui m'importe, c'est comme cette idée a finalement toujours traversé le cinéma, qu'il a toujours, le cinéma, même si pas tout le temps, fonctionné comme ça, parfois en sourdine, longtemps en pirate, cependant souvent aussi de façon tout à fait avérée, consciente, et même, pour cette fois, employer un terme qui a une vogue actuelle et que j'aime bien, parce qu'il pointe une vérité du cinéma dont tout spectateur et spectatrice, tout cinéphile, toute cinéphile a fait l'expérience, selon donc le principe du méta, de ce que derrière, ou à côté, au-dessus ou au-dedans de ce que l'on voit, il y a toujours autre chose à voir, à penser et à capter, qui est là, comme une forme de l'ontologie du cinéma et de son réalisme incorrigible, sa façon de documenter tout. Le fameux « Tout film est un documentaire sur son propre tournage » de Jacques Rivette, mais alors à une puissance supérieure, décuplée, un film est l'histoire documentée de ses auteurs, quels qu'ils soient ou qu'elles soient, acteurs ou cinéastes, le reflet d'une vérité par la fiction, au sein de quoi l'illusion dit le vrai et où le masque exprime l'essence, la vie, un caractère et son monde intérieur comme société qui l'entoure. Le méta, c'est l'accès indirect et cependant déjà là à une réalité que la fiction seule permet.
Il est donné de sentir et pressentir que derrière tel personnage ou tel récit, le cinéma révèle quelque chose de l'acteur qui l'incarne, du cinéaste qui filme, des auteurs donc, où qu'on les place, devant ou derrière la caméra, devant et derrière la scène ou les coulisses. Dans Scandale, comme vous verrez dans tous les extraits qui suivront assez diversement, il y a des choses qui signalent et parsent certaines constantes au carré de ce type de représentation méta d'elle-même des actrices-autrices. C'est-à-dire quand l'actrice peut être considérée comme le sujet et l'objet du film, le modèle et l'autrice. Par exemple, comme ici, le sens du spectacle. Et donc une certaine mise en abîme qui s'affiche comme un show. Ici, la télé avec Fox News, ailleurs, comme on verra, le théâtre, le cabaret ou le cinéma, ou le miroir de se filmer soi. Bref, tous lieux de travail comme élément naturel de l'actrice. La scène n'est donc pas masquée, la représentation se laisse voir, une scène de danse, un plateau télé ou de tournage, une remise de prix, comme les Oscars, on verra tout à l'heure, etc. Et à la clé aussi, dans ces constantes, il y a cette chose essentielle qui est l'adresse à la caméra. Cette façon qu'a le spectacle de retourner le regard et le projecteur sur le spectateur à qui il s'adresse, pour qui il joue et en montrant qu'il joue. C'est qu'il y a du show, en anglais spectacle veut aussi dire montrer, to show, il y a du show, il y a ce qu'on montre et qu'on veut bien montrer, et pas seulement du gaze, male ou female, cette pulsion scopique dont Laura Mulvey, la première, a fait en quelque sorte le procès. Mais il y a donc la monstration, Monster, de Charlize Theron, pas seulement la tenaille voyeurisme, exhibitionnisme, et il arrive que cette pulsion scopique nous soit adressée en retour. Quand une actrice nous mate, me mate, comme là dans Scandale, ou comme au hasard Cameron Diaz, qui passe une audition face caméra pour être speakerine télé dans Inner Shoes, pour ceux qui ont vu le film, c'est un moment où elle n'arrive pas à lire le prompteur et où on comprend, dans une scène magnifique, qu'elle est analphabète. Ou comme Nicole Kidman encore, qui, dans Prêt à tout, fait ses bulletins météo, mais aussi, alors bien avant, comme dans les apartés des burlesques du muet, qui prenaient souvent le spectateur à témoin de leur déveine ou de leur étonnement, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, comme aussi les danseuses et les danseurs, les chanteurs et les chanteuses dans les comédies musicales qui souvent font leur numéro en s'adressant à la caméra et viennent se laisser applaudir. Enfin bref, il y a eu tellement dès l'origine et dans le cinéma classique de ces regards caméra, et puis ensuite ces faces caméra, en portrait très beau de la modernité cette fois. Alors ça va de Jeanne Dielman, qui est le film d'une actrice-autrice, Delphine Seyrig, et d'une autrice-actrice, Chantal Akerman, qui est souvent dans ses films. Ça va de Monica, avec Harriet Anderson, le fameux plan final. Ça va de Anna Karina, la plupart des actrices chez Godard, de Léonore Silvera, par excellence, et des films de Olivera en général, etc., etc. Ce sont les points multiples où une actrice nous retourne la politesse, le regard, et où il y a beaucoup de chances que ce soit elle qui exprime une vision, un regard à soi, précisément, d'autrice sur le monde. Alors, un point ici important, même si non directement cinématographique, mais lexicologique, sur ce terme d'autrice, dont on croit encore souvent qu'il est apparu et qu'il fut imposé tout récemment, bien entendu, qu'il serait tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, comme un néologisme imposé à la langue française, si torturée déjà par les assauts du féminisme, pour féminiser notre si belle langue qui n'en peut mais, et se porter sur ça très bien. Or, autrice est tout au contraire un mot qui a une longue histoire, et en fonction des fluctuations et des exercices de pouvoir des influenceurs d'une certaine époque, est revenu et a disparu, censuré ou écarté des dictionnaires officiels. Et qui plus est, le terme a été directement lié, ce n'est pas une lubie qui m'est tombée dessus comme ça par sens de l'assonance, à celui d'actrice, autrice, actrice. Je vous renvoie au travail passionnant que fournit depuis 20 ans la chercheuse, actrice et autrice dramatique, metteuse en scène elle-même et universitaire, Aurore Evin, pour rendre justice et refaire l'historique du mot autrice. Bref, Aurore Evin se consacre depuis des années au travail de remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, leur historique et lexical, pour bien nommer les choses, les sortir du passé ignoré et, comme on dit à présent, invisibiliser.
Je vous renvoie à ses conférences qu'on trouve en ligne sur YouTube, par exemple, ou à son étude intitulée Histoire d'autrice de l'époque latine à nos jours, édition X 2019, même si je ne m'abuse, le texte a fait l'objet d'une première publication en 2008, et où elle recense l'histoire des mots autrice et actrice, car ce furent déjà les mêmes personnes autrefois, à l'époque de la naissance de l'actrice en Italie, avec la Commedia dell'arte, par exemple, où les femmes écrivaient régulièrement les pièces qu'elles-mêmes interprétaient. Il est plus facile de faire taire les femmes en masculinisant la langue, ce qu'Aurore Évin démontre fort bien. Ainsi, des moments de reprise en main de la langue, tels que Richelieu en décida en créant l'Académie française, qui établit les règles de la langue française officielle, donc en 1635, dans le même siècle qui voit la naissance de la Comédie française, 1680, laquelle établit le répertoire dramatique d'une scène nationale avec ses auteurs, joués par ses acteurs et actrices. Et il n'y a pas d'autrice de la Comédie française, puisque le cardinal a fait en sorte de masculiniser la langue à temps, et ainsi établit des hiérarchies entre les métiers, les fonctions, comme les sexes. Un auteur sera, partant de là, toujours plus noble qu'un acteur, et a fortiori qu'une actrice. Ainsi, je cite Aurore Évin, « Le croisement qui va bientôt s'opérer au cours du XVIIe siècle entre les féminins français autrices et actrices, à une période clé de l'histoire de la langue, illustre de façon très nette les enjeux de la féminisation pour certaines élites. Il en ressort une nouvelle fois que l'existence lexicographique d'un féminin dépend moins des critères d'usage, d'analogie ou d'euphonie habituellement mis en avant, mais bien de la valeur sémantique que le terme recouvre au masculin. Quand cette valeur est forte, plurielle et socialement valorisante, le féminin n'est pas référencé dans les ouvrages sur la langue, même si la place des femmes dans la société peut justifier son emploi. C'est le cas en latin pour le féminin d'actor jusqu'au XVIe siècle. Ce sera le cas en français pour le féminin d'auteur à partir du XVIIe siècle. Apparaîtra actrice quand le terme acteur se limitera au sens de comédien. Disparaîtra autrice quand la fonction auteur s'institutionnalisera et se dotera d'un prestige littéraire et social. Voilà. On voit comme la querelle n'est pas nouvelle, on voit aussi comme les enjeux sont, eux, toujours les mêmes. Nommer les choses sont des modalités de pouvoir et d'alliance, d'intérêt, en l'occurrence culturel, qui orientent la réalité, et par-delà la réalité, la création et l'art lui-même. Si le mot n'existe pas ou est effacé, la fonction peinera alors à exister et le métier, n'en parlons pas. N'avoir longtemps plus autorisé autrice, en remasculinisant la langue sous des arguments d'universalisme, alors l'autorité n'est plus accessible aux femmes, mais au seul auteur, son autorité d'homme, pour parler clair. Et sans cette autorité, comment voulez-vous que les femmes s'autorisent à accéder aux fonctions d'autrice, et ne serait-ce qu'à se concevoir telle, une autrice, si le mot n'est pas nommé ? Voilà, ça c'est pour l'aspect lexicologique d'autrice. Alors maintenant, il me faut mentionner un livre important intitulé Politique des acteurs, ce petit livre incisif et marquant, écrit par Luc Moulet en 1993, il y a exactement 30 ans, et comme par hasard, 30 ans après la naissance de la politique des auteurs, de la nouvelle vague. Il se réfère, et c'est évident donc pour tout le monde, à la politique des auteurs qu'au Cahier du cinéma, Luc Moulet a contribué à élaborer et à poursuivre, à personnifier lui-même en tant que cinéaste-auteur, et aussi lui-même cinéaste-acteur dans ses propres films. Exemple assez facétieux, maniaque et talentueux. Or, Luc Moulet, voilà ce qu'il écrit dans son avant-propos. Depuis 40 ans, donc en 93, grâce au travail de la critique, un peu par ma faute donc, les réalisateurs ont tiré la couverture à eux, toute la couverture, et les acteurs se sont retrouvés dans de beaux draps. Dans le cas de Bringing Up Baby, l'impossible Monsieur Bébé, on ne dit plus comme autrefois un film de Cary Grant et Katharine Hepburn, mais un film de Howard Hawks. Room for One More, cette sacrée famille, ne sera donc pas un film de Cary Grant, mais un film de Norman Taurog, en fait un timide yes-man à la merci de Grant. La personnalité, l'emprise de quelques très grands et très rares réalisateurs leur ont fait bien involontairement gagner la partie. Triomphe qui s'est répercuté aussi en faveur d'innombrables petits tâcherons figés derrière la caméra.
Quant à l'acteur bétail évoqué par Hitchcock, ça demeure surtout un excellent mot d'esprit. On aurait dû nuancer, accorder plus d'intérêt aux multiples témoignages des réalisateurs qui reconstruisaient entièrement la structure, le scénario et les dialogues de leur prochain film en fonction d'un changement d'interprète. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure l'extrait d'un film de Hawks qui s'appelle La Dame du Vendredi, qui est un film qui est complètement restructuré en fonction de la féminisation d'un des personnages, puisque c'était une pièce de Ben Hecht avec 2 personnages masculins, qui a été refait pour l'écran avec Rosalind Russell. Et comme Howard Hawks ne voulait pas de Rosalind Russell, enfin, il a fallu entièrement revoir le film en fonction d'elle, et elle-même a revu son rôle de peur de ne pas être à la hauteur de Cary Grant qui avait toutes les bonnes répliques du film. Donc on voit bien qu'il suffit que quelque chose change de la femme chercher la femme dans un film pour que le film en soit tout retourné. Donc je reprends avec Moulet. Le réalisateur seul maître après Dieu ou à sa place, c'était un acquis définitif tellement commode qu'il servait de base à un jugement hâtif. Comme pourrait dire Godard, on appelle ça la presse parce qu'elle est formée de gens très pressés. Politique des acteurs, aux éditions Cahiers du cinéma, 1993. Alors son livre, le livre de Moulet, il reste unique dans son approche différente des acteurs en carré d'as. Donc c'est Cary Grant, John Wayne, Gary Cooper et James Stewart, qui sont considérés comme des stylistes hors pair et qui ont développé un art rien qu'à eux, personnel. Il a remplacé l'auteur par l'acteur dans la politique transversale qui l'aide à considérer le cinéma de façon critique. Il se trouve, vous avez bien entendu, que son carré d'as, à l'imitation de celui du cinéma McMahon, est constitué de 4 hommes, pas d'actrices, nulle trace. Moulet, le pire, semble ne même pas se poser la question. Ça ne semble pas l'effleurer qu'ait pu siéger parmi ces grandes stars mâles, ne serait-ce qu'une actrice. Il en cite en cours de livre, pourtant, toujours les partenaires de ces messieurs, mais il ne traite d'aucune en elle-même. Tout simplement, en 1993 encore, donc, ça n'existe pas, comme pour parler dans un poème de Desnos. Ça n'existe pas. Dommage, d'autant que ça devient une erreur ou une omission problématique, au moins à un endroit de son étude des acteurs. Moulet, malgré ses propos liminaires, qui se promet de ne pas s'abaisser à parler de la vie privée de ces 4 comédiens, de s'en tenir donc à une politique esthétique, détachée des basses considérations biographiques, se surprend, et il le dit, et il prie qu'on le pardonne, à manquer à sa parole, à propos de Cary Grant, dont il ne peut faire à moins, page 74, que de révéler la bisexualité, sinon l'homosexualité tout court. Alors, cela, en fait, finit par être le propos fondamental de toute l'étude qu'il lui consacre, la sexualité de Grant, évidemment essentielle quand on connaît les films et surtout les comédies. Ça témoigne chez Moulet d'une sorte de gêne, de naïveté vraie, plus que d'homophobie larvée, d'une sorte de maladresse, y compris misogyne, car surtout, alors, il rate complètement un truc, c'est la vision d'ensemble de ce qu'il avance comme ça, en ignorant totalement la partenaire de Grant dans Sylvia Scarlett ou Philadelphia Story ou Holidays, dont il se croit encore obligé de préciser qu'ils sont réalisés par un homosexuel notoire, George Cukor, ou dans Breaking Up Baby de Hawks, notoirement quoi, lui, on ne saura pas. La partenaire féminine de Cary Grant, donc, c'est Katharine Hepburn, qui était lesbienne, totalement in the closet, cachée, comme tout le monde à l'époque, à moins bien sûr de savoir regarder attentivement l'œuvre de Hepburn, etc. Or, leur coprésence à Grant et Hepburn, par excellence, ça donne à ces films, et de façon générale à la screwball comédie, une place absolument unique dans le cinéma, d'une liberté même encore aujourd'hui sidérante, gay, queer, trans, à tous les sens possibles, drôle, et se nourrissant d'une grande confusion des genres. On peut même dire que c'est dès l'origine du cinéma, avec le burlesque muet, puis la screwball comédie, cette comédie loufoque des années 30 et 40, que le trouble dans le genre, avant Judith Butler, qui lui-même est inspiré de la tradition travestie du théâtre, entre autres, à l'époque où les actrices n'existaient pas parce que les femmes étaient interdites de jouer, c'était les hommes qui se revestissaient en femmes. Donc on peut dire que c'est à ce moment-là que le trouble dans le genre est né. Trouble in Paradise, pour citer un très beau film de Lubitsch.
Donc moi je dis qu'un genre, la comédie, a rebattu les cartes du genre, le féminin et le masculin, l'homo et l'hétéro, l'androgyne, le travesti, etc. C'est, pourrait-on dire, un cinéma fondamentalement bi, non discriminant pour ainsi dire, où toutes les configurations, les unions et désunions, les alliances, les identités, les dédoublements restent ouvertes au possible. Donc Moulet, par une sorte de purisme qui s'empêche et de misogynie acquise, rate totalement ça. Même si donc pour le seul Cary Grant, contraint et forcé, il ne peut pas faire à moins que de préciser cet élément privé de l'homme et non de l'acteur seul, qu'il n'arrive, pas à séparer. Il y a, il me semble, un problème à refuser au nom de l'art à parler de la vie. Le cinéma n'élève pas seulement la vie en principe du beau, dans une espèce de vitalisme esthétique et voilà tout, mais aussi il enregistre la vie, de la vie, la valeur intime d'existence, comme les personnages sont faites de chair et de désir, dont le corps de l'acteur porte le témoignage, y compris son propre témoignage. Et même s'il ne faut pas que ça se voie, eh bien cela s'exprime, pourvu que l'acteur-auteur y veille, clandestin de lui-même ou d'elle-même. Comme si l'acteur ne nourrissait pas ses rôles et choix de film de sa vie même, que les films reflètent, comme si une actrice ne créait pas elle aussi à partir de sa biographie, de ses sentiments et de ses émotions, de ses inclinations, de ses prédilections, autant qu'un cinéaste-auteur créant son univers dit personnel à juste titre. Tel, par exemple, un Jean Eustache qui faisait tourner ses compagnes en racontant ses turpitudes privées dans La maman et la putain, etc. Là, voilà, plus personne ne voit d'objection à ce que la vie de l'auteur soit un argument esthétique. Ou Bergman, Truffaut, Godard, Moretti, je sais pas. Mais même dans le cinéma de l'ère classique, et cette fois de façon plus indirecte et sublimée, et alors méta, si on veut, Hitchcock, Cukor, Minelli, Hawks et même Ford, il suffit de dire que l'auteur fait avec ce qu'il est et le monde où il vit pour établir son style fort reconnaissable. Sinon, quoi ? Donc à partir de là, il y a une chose importante à préciser, et d'autant que c'est une image de Barbara Loden, de Wanda, qui sert d'illustration à ce à quoi je me livre devant vous, c'est que je ne souhaite pas circonscrire les actrices-autrices aux comédiennes qui, de Ida Lupino à Rebecca Hall, de Delphine Seyrig à Ronit Elkabetz, de Liliane Guiche, qui a réalisé un film unique, hélas perdu, à Jodie Foster, ou de Musidora, comme Liliane Guiche, qui a réalisé des films qu'on n'arrive plus à trouver, Avzia Herzi, Barbara Loden, Kinuyo Tanaka, Christine Pascal, Tony Marshall, Agnès Jaoui, Maria Schrader, Anne Bancroft, Monica Vitti, Liv Ullmann, Angelica Houston, que sais-je, Maggie Gyllenhaal, Juliette Berthaud, Valérie Lemercier, Valérie Donzelli, etc., etc. Elles ont signé un film ou plusieurs. Ce ne sont pas les seules cinéastes-actrices qui m'intéressent et à quoi j'applique une idée, une approche des actrices-autrices, mais des actrices qui jamais ne sont passées de l'autre côté de la caméra. La PAA, la politique des actrices-autrices, ne cherche pas à simplement se caler sur les mêmes valeurs reconduites par d'autres moyens de la PCA, politique des cinéastes-auteurs. Elle ne tient pas à se limiter à étudier un corpus, en plus congru que pour les acteurs, des actrices qui sont passées derrière la caméra à la réalisation, avec Ida Lupino par excellence, qui fut la contrebandière transversale et la transfuge parfaite, puisqu'elle a été défendue très tôt par Rivette, par les jeunes Turcs des cahiers du cinéma. Non, de façon plus ambitieuse, et plus largement, c'est l'idée que la critique, la cinéphilie en général, dont je suis, si elle ne veut pas s'ankyloser et dépérir sous ses acquis, ses certitudes et sa gestion patrimoniale, et non matrimoniale, aurait tout intérêt, un exercice profitable, en somme, à élargir son champ aux acteurs et, pour commencer, aux actrices, en tant que créatrice ayant établi une œuvre, un style via une mise en scène de soi. Parce que cette cinéphilie à présent institutionnelle et officielle, contrairement à celle des années 50, oui, celle qui luttait pour faire reconnaître un Hawks, un Hitchcock, un Turner, un Lang, un Macaret, comme les génies qu'ils étaient, effectivement, et auteurs d'une œuvre, cette à présent jeune vieille cinéphilie, pour saluer Louis Correcchi, sans alors s'en rendre compte sans doute, a fini par ressembler comme deux gouttes d'eau à ses ennemis jurés d'antan, au cinéma de papa, de qualité, masculin et assis, et alors camper sur des positions idéologiques,
aussi politique, ne lui déplaise, que celle des féministes ONI, qui lui tient de critères esthétiques définitifs, dans le marbre, une fois pour toutes, et depuis 60 ans, inamovibles. Des gestionnaires, s'encroutant toujours dans la même dévotion et le même culte à cet unique cri de ralliement, la politique des auteurs, leurs frères et leurs confrères. L'auteur, l'autrice, bah, des fois, Varda, Lupino, Breya. Bon. On peut penser au contraire qu'il existe d'autres forces, créatrices comme critiques, des formes élargies de concevoir et d'embrasser un film, une œuvre ou une carrière, comme l'on dit dans cette espèce de désobligeance envers les comédiens, carrière comme pour les militaires. Comédiens dont on renacle à reconnaître qu'ils et elles puissent être aussi et autant que le cinéaste, les auteurs et les autrices d'un film, et ainsi d'authentiques créateurs, créatrices. Donc c'est ici tout mon propos. Enfin, c'est assez simple en fait, en fin de compte. Pas sorcier, ni sorcière. Cela revient aussi à faire retour aux origines, au rapport de l'enfance au cinéma, pour moi, c'est-à-dire aux actrices, aux acteurs comme accès fondateur au film, à ces ombres qui sont des corps dans la lumière, des mondes impressionnants et impressionnés. Alors il suffit de faire l'expérience, et les technologies modernes, à défaut des rétros, des cinémathèques et des cycles festivaliers, le permettent. On trouve sur le net un peu de tout, presque tout même aujourd'hui, et y compris, chose inestimable, des films inédits, jamais sortis en France, par exemple. Donc on peut tenter d'enchaîner, au lieu d'enchaîner pour la énième fois tous les films d'un cinéaste aimé, et se lancer dans un cycle de projection privée de tous les films d'une actrice. Ce que j'ai commencé à faire, pour tout avouer, au milieu des années 2000, à un moment où la cinéphilie m'était apparue un poids mort et une impasse à beaucoup de points de vue, avec la découverte, ou la redécouverte, mais différemment, d'œuvres d'actrices que j'aimais, sans toutefois bien connaître tous les films. Par exemple, Sandra Bullock, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Charlize Theron, Laura Dern, et aussi toutes les filles de la nouvelle comédie, comme je l'appelle, souvent issues de la génération de filles, enfin, du Saturday Night Live, telles Tina Fey, Amy Poehler, Melissa McCarthy, Christine Wiig, Christina Applegate, etc. Et puis alors, retour aux sources primordiales, en me livrant à la même opération pour les devancières de celles que je viens de citer, celles que j'appelle donc les Screwball Girls, comme je les nomme des années 30 et 40. Je cite Rosalind Russell, Jean Arthur, Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, Irene Dunne, Claudette Colbert, Katharine Hepburn, Carole Lombard, Miriam Hopkins, Myrna Loy, etc. Or, figurez-vous, on découvre beaucoup de choses et de films en procédant de la sorte, selon ce fil rouge des actrices-autrices. Des choses et des films à quoi on ne s'attendait pas. Et alors oui, ce qui assez vite s'impose, c'est que, auteurs et politique des auteurs ou pas, une autre transversalité se fait jour, une autre histoire, pour ainsi dire. Non que cette histoire, encore à revisiter et établir, s'oppose ou veuille en finir avec celle qu'administre depuis les années 50-60 la politique des auteurs, mais qu'elle la complète, elle la rehausse, l'enrichisse, au sens où elle remet un peu de mouvement et d'allant et de vie dans le corpus critique et dans l'approche du cinéma, art dramatique et plastique. Cela en venant nous dire, exprimer et signaler autre chose, une autre porte d'entrée vers l'expression de valeurs esthétiques et éthiques qui soient en propre à l'actrice, une mise en scène en propre, une chambre d'écho à soi. Alors, à l'actrice et non à l'acteur, hein, je dis bien. Pourquoi ne pas mêler les acteurs auteurs aux actrices autrices, m'objectera-t-on, quitte à commettre la faute inversée de Luc Moulet? Bonne question. Eh bien, parce que je considère que ce n'est pas du même ordre. Les hommes avaient le choix et l'embarras. Quand je serai grand, serai-je écrivain, acteur, pilote de course, député, juge, mauvais garçon, explorateur, aventurier, banquier, ouvrier, garçon boucher, producteur ou auteur? Pas les femmes. Dans un temps, au début et au milieu du siècle dernier, où les femmes n'avaient pas accès à la plupart des métiers, travaux, fonctions, ni aux postes les plus convoités des hiérarchies, et donc pas accès à une certaine noblesse morale, que cette noblesse nomma le talent de l'artiste, ou le génie de l'auteur, ou l'œuvre du grand cinéaste, ou du grand producteur d'ailleurs.
Considérer donc que certaines, en tant qu'actrices, métier à la fois de mauvaise réputation et hyper populaire, s'appuyèrent et se servirent de ce rôle jugé inférieur dans la chaîne de création, simples interprètes d'une œuvre qui forcément leur passait très au-dessus, que ces femmes, étant dépit de tout, pensaient diriger les opérations, comme Théron au début de Scandale, et à construire un style, voilà qui me paraît décisif. Un style moderne, de femmes modernes, en voie d'émancipation, et appelant de leur vœu, par l'exemple d'une œuvre, Work in Progress, enfin, par l'exemple, à leur exemple, à changer la donne ou à en généraliser les évolutions au diapason des suffragettes, des luttes pour les droits des femmes, ou bien suivant les avancées des mœurs des années folles après la Prohibition et malgré la Grande Dépression des années 30, pour dire ici très vite. Et ce problème à résoudre pour les femmes, les actrices, ne se posait pas avec la même virulence pour les acteurs, les hommes, qui, eux, n'avaient pas ce problème de place et d'opportunité. Enfin, les actrices ont eu leur manière de faire leur trou, de grignoter leur place et leur œuvre, à la manière de l'effet thermite qu'a conceptualisé le critique et artiste peintre Manny Farber, cet effet de film thermite qu'il opposait, lui, au film Éléphant blanc, ces mastodontes qui s'opposent là, avec leurs gros postérieurs, et oublient donc de creuser une idée, un style, un passage, enfin quelque chose de nouveau. Ces actrices-autrices anonymes, donc en tant qu'autrices, même superstars, ont une œuvre, même pas encore considérée en tant que telle. À chacune et chacun d'excaver, d'analyser, de creuser une telle idée, de faire l'histoire et l'esthétique de la chose, en sortant du discours convenu et habituel, anecdotique ou hagiographique, sur les acteurs, comme on voit dans, je sais pas, dans Cinémonde à l'époque, et plus encore en sortant de la double punition ou injonction théorique de ces histoires de regard qu'on leur interdit, supposément gaze, dont les actrices seraient l'objet, seules, jamais le sujet, souveraines comme Dietrich, par exemple, ou victimes comme Marilyn Monroe, pour résumer. Les actrices-autrices nous regardent toutes d'une certaine façon qu'il reste à mieux discerner, nous, les aveuglés. Et leur monstration, leur show, leur autoportrait ou leur autofiction qui court au fil de l'œuvre d'une actrice, ce tour du propriétaire auquel se livre Charlize Theron dans Scandale, est une mise en spectacle d'elle-même, que j'appelle mise en scène. Alors, qui se souvient que pour sa première occurrence, au mois de mars 1976, le cinéma de minuit de Patrick Brion consacra son tout premier cycle, non à l'œuvre d'un Frank Borzégui, ça fut le deuxième cycle, ou à celle de Murnau, ce fut le troisième cycle, ni à l'œuvre de Renoir, de Kazan, ni même à l'âge d'or hollywoodien, ou à Tex Avery, non. Brion, grand McMahonien, grand cinéphile classique, a ouvert ce grand ciné-club sur FR3 par un cycle consacré à... Quel auteur ? Greta Garbo. Et on en voit l'extrait. Fritz, bring me a glass of champagne. Oh, but you had 3 before you sang. Did I? Well, you run as fast as you can and bring me another. Hello. Oh, do I know you? Why, last night, don't you remember? That crowd of students outside. I opened your car door for you. I should remember, shouldn't I? Bring a bottle. I thought perhaps you'd have supper with me, huh? I'm not hungry. Ah. But I'm thirsty. Good evening, Miss Bond. Mr. Blake. This is Miss Catherine Bob, who dances only with professionals. Charmed. You're very much like my pet pro in Lisbon. Without doubt, the most brazen, horrifying, colossal gold digger I've ever seen in my life.
Just improvising. This is a new one on me. Quite new. Professional, all right. After all, Griselda, don't forget she's my sister-in-law. I won't forget it. See that you don't. This is wonderful, but very difficult. Shall we stop? Oh, no, I'm just catching on to it. What is it? Well, it's a sort of a combination. What, the rumba and the conga? No, it's the chica and the choca. Well, what do they call it? La chica choca. What is it? La chica choca. What do they call it? La chica choca. 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 À partir de maintenant, moi, je formule des hypothèses, je suis des pistes, en choisissant dans l'histoire du cinéma des exemples d'actrices, autrices anonymes, donc qui ne signent pas leurs films, à plusieurs étapes. Et pour ne pas trop m'éparpiller, je m'en tiens au cinéma américain. Très simplement parce que c'est le cinéma que je connais le mieux, et de mieux, en tant que cinématographie sur un territoire mi-réel, mi-fictif, nommé Hollywood. Garbo, la star et l'anonyme. Ouvrez les guillemets. Garbo est tout mouvement. D'abord apparaît l'émotion, et de l'émotion naît le mouvement, et du mouvement jaillit le verbe. Elle est tellement parfaite que les gens disent qu'elle ne peut pas jouer. Alors, qui a dit ça, avec une pointe peut-être de perfidie? Une autre, qui aurait pu, parmi les innombrables actrices-autrices, figurer ici, Louise Brooks. C'est exactement ça. Et on ne le note jamais assez, l'extrême mobilité de Garbo, à tous les sens. Sa force de métamorphose, de liberté de mouvement, de grimaces et de gestes incessants, de déplacements étudiés. On ne se lasse pas de ce spectacle qu'elle donne, de cette mise en scène qu'elle met au diapason de cette mobilité qu'elle impose à tous les films où elle a joué. Dans un document que Kevin Brownlow consacre à Greta Garbo en 2005, intitulé Garbo, on voit un document de Cukor qui date de 1978 dire ceci de la comédienne avec laquelle il travailla donc 2 fois. La femme au visage qu'on vient de voir. L'équipe technique, donc il dit ça, l'équipe technique devait laisser sa liberté de mouvement à une actrice pareille. Quand elle répétait, elle trouvait certaines pauses, et si vous étiez intelligent, or l'équipe dont elle s'entourait la connaissait bien, vous deviez la suivre, comme lorsque dans une soudaine improvisation, elle tombait à genoux, dans Camille, le roman de Marguerite Gauthier, et qu'elle se raccrochait à la table dans la scène avec son père. Personne ne se serait permis de lui dire « Chérie, ce serait mieux si tu jouais comme ça », parce que c'était elle qui créait les choses. Voilà ce que disait Cukor de Garbo.
Strike the pose, comme chantait l'autre, ça peut être la formule, la devise du Garbo film. Alors le premier extrait, que j'aurais laissé durer si le temps ne nous était compté, parce que toute l'ouverture du film est très belle, et qu'en plus le film offre une expérience assez unique de montrer Garbo, actrice-autrice idéale, face à Erich von Stroheim, auteur-acteur, comme il y en a toute une petite tradition dans le cinéma. Et c'est très intéressant de les voir s'affronter et jouer ensemble dans un Garbo film. Donc le premier extrait, c'était une adaptation d'une pièce de Pirandello, As You Desire Me, comme tu me veux, réalisée par George Fitzmaurice, un de ces yes man dont Moulet parlait, qui est vraiment encore le début de la période talkie parlante de Garbo. Ça date de 1932, et d'ailleurs il est à noter que le film est l'exact contemporain de la pièce de Pirandello qui fut créée 2 ans avant, en 1930, à Milan. C'est l'entrée en scène dont on voit chez Garbo que c'est toujours une sortie de scène. Elle entre par l'autre côté du rideau, en coulisses. C'est cette immense actrice-autrice du renversement et du monde comme quête d'une retraite. Battre en retraite autant que trouver un abri où se retirer dans son monde, loin de l'autre monde, le mondain. En ça, l'extrait est parfait. Et l'on voit en quelques plans, même si pas assez long, comment c'est elle qui dirige, comme Théron dirigeait, comme une chef d'orchestre, la mise en scène qui est à l'unisson de ses déplacements, mouvements, les cadrages et les angles de vue, sans parler du champagne. Plus encore que l'espace qui s'organise autour d'elle, c'est elle qui préside à l'ensemble. Rythme, mise en scène, déplacement, alanguissement et bien sûr métamorphose du film, qui ne sont que les siennes, parce que le film sinon est plutôt fade, mais elle change, elle, littéralement de tête, d'aspect, 3 fois dans le film. Ce sont les 3 coups et actes du théâtre. Elle fait les raccords, elle anime le film comme une marionnette qui tirerait ses propres fils, à la fois la figure, l'automate et la montreuse de marionnettes. Ou mieux, Garbo, c'est une montreuse d'ombre, car que fait une actrice-autrice? Elle jette une ombre sur le monde et sur l'écran et sur le cinéma qui lui survivra. L'ombre de Garbo jetée sur le cinéma est immense, il y a beaucoup d'échos. Sa descendance suit une ligne d'inspiration de traits extrêmement mouvants et toujours équivoques, soit les drama queens sculpturales, soit les garçons manqués transformistes. Elle a un visage étonnamment meuble qui est sans cesse en mouvement, change d'expression constamment. La persona, qui est pour l'actrice-autrice l'autre nom du style ou de la forme d'expression qui lui appartient en propre, la persona créée par Garbo dissémine dans toute la suite du cinéma, ombre étendue, à commencer par Katharine Hepburn. Garbo a imposé ce physique sculptural qui se fendille et se fissure, comme on voit dans Philadelphia Story, un autre film de Cukor, où il y a toute une séquence où il s'agit d'une sculpture qui se fendille, où Katharine Hepburn s'affaisse littéralement. Et aussi de l'androgyne qui a permis, qui a été inspiré par la modernité des années folles, des garçons des années 20, et qui a contaminé la décennie suivante, les années 30, que Garbo donc a poursuivi dans une œuvre qui clairement la faisait aller vers la comédie, la screwball certainement, la forme donc la plus transformiste pour sa façon de tout renverser, qui lui allait comme un gant. Donc Ninotchka de Lubitsch ou, comme ici, La femme aux 2 visages de Cukor. Et cette ombre drama queen s'étend dans le cinéma jusqu'à, bien sûr, Fassbinder, avec Margit Carstensen, par exemple dans Les larmes amères de Petra von Kant, où Garbo est cité, et puis aussi diversement Madonna, Charlize Theron, ou, même si là, en termes de mobilité sans ciller, celle-ci serait plus proche de Dietrich, Huppert, Isabelle Huppert, ou Cate Blanchett, qui aussi diversement... ont transmis quelque chose, elle leur a transmis quelque chose de cette façon toujours altière de changer de tête et d'avoir toujours quand même la main sur l'œuvre en cours. Et donc le second extrait, c'est une autre sortie de scène, sur une scène de danse qu'elle conduit, mais c'est aussi la sortie définitive de Garbo, parce que c'est son dernier film de 1941, qui est réalisé non pas par George Fitzmaurice, mais un autre George, qui lui est un auteur, un vrai, et à qui il faudrait d'ailleurs consacrer un cours entier, Cukor, qui m'a toujours semblé sous-évalué, et dont on peut dire ici et ce soir que parmi les cinéastes qui ont compris tout ce que le cinéma pouvait créer de décuplé, de grand, en laissant la voix et la voix, ce soir, j'en ai pas beaucoup, aux actrices-autrices, lui c'est vraiment le plus grand, suivi de près par peut-être Hawks et Minelli.
La femme aux deux visages, l'autre film qu'elle fit donc sous sa direction, il faudrait dire en collaboration avec. Le premier, c'était Camille, le roman de Marguerite Gauthier, d'après La Dame aux camélias, en 1936. Et c'est le troisième film où elle a Melvyn Douglas pour partenaire. Il y a eu donc Ninotchka en 1939, qui est l'avant-dernier Garbo-film, et qui, lui, est déjà son partenaire sentimental dans Comme tu me veux, dont on a vu le premier extrait. D'ailleurs, il y a beaucoup, il faudrait que vous compariez, mais c'est beaucoup d'échos entre les deux films, comme ce truc d'allumer sa cigarette à celle de l'autre, en une sorte de flirt langoureux, et comme toujours, gorge renversée. Et bien sûr, avec cette idée aussi du double, avec Garbo, et du trouble de l'identité pirandélienne d'un côté. Et dans La femme aux deux visages, Garbo joue un rôle, deux sœurs jumelles, mais c'est un leurre en fait. C'est le personnage de Karine, une Européenne monitrice de ski, femme rustique et sincère, recluse dans ces montagnes, qui décide de voler à New York, surprendre son mari volage en se faisant passer pour sa sœur jumelle, donc Catherine. Elle, une ultra-mondaine, comme on vient de voir, mangeuse d'hommes, sans morale, à faim, dans un stratagème, il faut dire, assez alambiqué, mais vertigineux, et on n'est pas très loin de Victor Victoria dans un sens. Elle essaie de reconquérir son mari en le jetant dans les bras de sa sœur, c'est-à-dire elle-même, tout en misant qu'il la repousse pour rejoindre son épouse légitime, c'est-à-dire toujours elle-même, dans une morale qui sera toujours sauve. De rude, montagnarde, comme la Suédoise qu'elle était, dans ce boréalisme, pour parler comme Corinne François Denève dans un article passionnant qu'elle a consacré en 2020 à l'actrice, intitulé « Greta Garbo au prisme du boréalisme, fabrication scripturale d'une star du Nord ». Donc de cette rudesse montagnarde suédoise, boréale. Très progressivement, Garbo devient, en changeant son identité, en se dédoublant donc en citadine, sophistiquée, drôle, comme le film, qui d'ailleurs est très sous-estimé du reste, ayant une mauvaise réputation, parce que Garbo a arrêté le cinéma après. Donc c'est un film qu'elle conduit, hein, on voit ici, elle conduit la danse qu'elle va jusqu'à créer en l'improvisant sur place, dans une chorégraphie sur l'instant, faite de gestes maladroits, tournés en pas et en rythme. Et à cette occasion, se jouant donc avec une grande autodérision de ce qu'est Garbo elle-même, en tant qu'étrangère à Hollywood, curieusement a été destinée à des rôles soit donc de femmes nordiques, pleines de sang-froid, soit, rien à voir, mais c'est comme ça, de femmes latines au sang chaud, la chica choca. Dans sa façon de se tenir, donc, en décrivant selon l'humeur presque deux arcs de cercle sur elle-même, comme un bambou, Garbo ce serait le bambou, Liliane Guiche ce serait le roseau, partant de cette courbure d'épaule tombante qui la penche en avant, comme une forme suprêmement élégante de lassitude et d'alanguissement, à cette courbure en arrière incroyable, surtout dès qu'elle se trouve trop près d'un partenaire, à gorge déployée, tête rejetée en arrière, comme elle le fit constamment, en contorsionniste hyper cambré. Garbo a inventé en quelque sorte le plan renversé, à tête renversée. Elle retourne l'écran à sa suite, elle fait basculer le monde à sa suite, et les hommes sont fous d'elle. Elle, moins des hommes, comme on sait. Mais vraiment, on voit toujours chez Garbo qu'il y a ces plans comme ça, où elle renverse la tête, et il faudrait presque, comme on fait avec les téléphones portables aujourd'hui, tourner l'écran pour avoir un profil droit de Garbo. C'est assez fou. Et disons qu'à la limite, on se fout de savoir si tel ou tel film de Garbo est bon ou pas, du point de vue du cinéaste technicien. Importe ce que le film révèle d'elle, alors non de bon, mais de vrai. Ce qu'elle y fait, et à quoi elle œuvre du dedans, de l'intérieur, en dépit quelquefois de ce qu'on peut appeler la qualité technique du film. Il faut étudier chez Garbo, autrice, ce sens contrarié de la transparence et du double, de la courbure et du renversement de posture, ce dédoublement d'étrangère à l'œuvre. Puisque c'est, comme le sujet de Comme tu me veux ou de La femme aux deux visages, toujours des histoires de double, donc, de métamorphose et de paradoxe de la comédienne. C'est cet accès immédiat que le public a à la star qui, elle, joue des personnages en quête d'autrice, pour paraphraser Pirandello, qui exprime quelque chose d'elle. Elle, c'est Garbo, la femme très privée, comme la femme trop publique, qui se montre, monstre sacré, en se montrant. Elle nous adresse son meilleur souvenir, si l'on veut. Souvenir d'une ombre, dans ce niveau franchi instantanément entre le personnage et l'actrice, parce que Garbo joue toujours Garbo, et les films sont toujours montés autour d'elle. Et elle se met en scène dans ce doublement en toute transparence.
La fameuse transparence du cinéma, théorisée par Bazin et Rivette, je veux, moi, l'appliquer aux actrices-autrices en un sens un tout petit peu repris. La transparence d'une actrice-autrice, c'est l'accès immédiat et sur le même plan au jeu et au non-jeu. C'est, pour dire autrement, qu'on accède à tout un sous-texte de l'actrice-autrice, de sa vie, qui se situe sur le même plan que le propos évident du rôle, du personnage, la fiction. En une espèce de chambre d'écho, donc, où le privé et le représenté se répondent entre eux. Donc, où le personnage se nourrit de l'actrice, qui elle-même se légende, pour ainsi dire, dans le rôle, par son interprétation. La transparence de l'actrice-autrice, c'est donc l'empreinte lumineuse laissée dans l'œuvre, qui témoigne simultanément d'un monde englouti et d'une présence toujours là, d'une femme qui fut, et de sa persona éternelle. C'est ça aussi le méta, c'est cette transparence où tous les niveaux de sens sont sur le même plan, instantanément. Marlène Dietrich, selon les canons de l'œuvre d'un auteur-cinéaste, a une carrière plus talentueuse et passionnante et aboutie, et sans parler de longue, que Garbo. Son œuvre est pleine de grands auteurs, à commencer par Joseph Sternberg, Lang, Walsh, Wilder, etc. Mais en tant qu'auto-engendrement et auto-création par les films, en tant que conspiration de soi, l'œuvre de Garbo, pour moi, est plus émouvante, dans sa sculpturalité qu'elle se façonne, et donc surtout sa mobilité malgré tout. Garbo grimace tout le temps, sourit et boude et réfléchit, et tout passe sur son visage. Dietrich, c'est elle au contraire qui a porté l'exposante fixe à son maximum, ce visage tout de cils et d'arêtes osseuses. Dietrich, c'est le regard par en dessous, par excellence, immobilisé par une intensité ironique des yeux, le regard qui tue. Garbo, c'est le contraire. C'est le visage et la gorge renversés, les yeux amusés ou troublés, ne fixant jamais les yeux du partenaire tout proche, mais sa bouche. En réagissant mobilement sans cesse aux assauts, par donc cette façon de battre en retrait constante, dans un amusement insaisissable. Pommettes, arcades sourcilières, éclairage par le haut. C'est quasiment le visage ultramobile d'un mime. Garbo, c'est un masque blanc en ombre changeante, des plis des lèvres et du froncement de sourcils. Elle est à la fois très muette et très parlante. Elle existe à côté des films qu'elle a interprétés, pas en dehors, mais à la marge. Elle s'en extrait pour former une image qui est Garbo et qui est ce qu'elle est devenue, pas seulement par la MGM de Louis B. Mayer ou d'Irving Thalberg, qui l'ont bien sûr créée aussi. Autrement dit, on peut parfaitement avancer qu'elle a, via ce studio de la MGM, fabriqué sa propre persona, telle qu'elle voulait être, telle qu'en définitive elle se vivait, désirait apparaître, jusqu'au jour où ce qu'elle était n'a plus chez elle correspondu avec ce qu'Hollywood devenait. Et La femme aux deux visages parle de ça aussi, d'un monde dans lequel elle ne se reconnaît plus. Garbo est donc à cheval sur deux époques, aux origines du cinéma. Elle est très muette et très parlante. Elle parvient à bouger et exprimer de tous ses traits comme un être du muet, et à parler en accentuant les mots comme dans la comédie. Elle allait donc vraiment décidément vers ça, la comédie, avec Ninochka et La femme aux deux visages, ces deux derniers films. Elle semblait bien aimer l'idée, elle semblait aimer rire. Garbo aurait donc pu être une screwball girl, car oui, elle était très drôle. Sans doute était-elle, dans son œuvre d'autrice tentatrice, titre d'un de ses nombreux films, trop seule et arrivée trop tôt, star, pour participer à ce grand moment collectiviste des actrices-autrices que fut la screwball comédie. Ce qui nous mène au prochain film. Well, would you mind if I sat down? There's been a lamp burning in the window for you, honey. Here. Oh, I jumped out that window a long time ago, Walter. Oh, may I have one of those? Sure. And a match. Thank you. Well, well. How long is it? How long is what? You know what? How long is it since we've seen each other? Oh, well, let's see. I spent 6 weeks in Reno, then Bermuda. Oh, about 4 months, I guess. Seems like yesterday to me. Maybe it was yesterday, Hildy. Been seeing me in your dreams? No, Mama doesn't dream about you anymore, Wally. You wouldn't know the old girl now. Ah, yes, I would. I'd know you any time, any place. Anywhere. Ah, you're repeating yourself, Walter. That's the speech you made the night you proposed. Yeah, I know that you still remember it. Of course I remember it. If I didn't remember it, I wouldn't have divorced you. Yes, I wish you hadn't done that, Hildy. Done what? Divorce me.
Makes a fellow lose all faith in himself. Almost gives him a feeling he wasn't wanted. Oh, now look, Junior, that's what divorces are for. Nonsense. You've got an old-fashioned idea. Divorce is something that lasts forever, till death do us part. Why, divorce doesn't mean anything nowadays, Hildy. Just a few words mumbled over you by a judge. We've got something between us nothing can change. Well, I suppose you're right in a way, Walter. Sure, I'm right. I am fond of you, you know. And a girl? I often wish you weren't such a stinker. Yeah. Latin, I suppose. You must come up and meet my mother. She'd like Then that why kind on of earth phrase. did you promise not to fight the divorce and do everything you possibly could to gum up the whole works? Well, I meant to let you go, Hildy, but you know how it is. You never miss the water till the well runs dry. Oh, a big fat lummox like you hiring an airplane to write. Hildy, don't be hasty. Remember my dimple, Walter. Delayed our divorce 20 minutes while the judge went out to watch it. Well, I don't want to brag, but I've still got the dimple, and in the same place. Look, Hildy, I only acted like any husband who didn't want to see his home broken up. What home? What home? Don't you remember the home I promised you? Sure I do. That was the one we were to have right after the honeymoon. That honeymoon. Oh, was it my fault? Did I know that coal mine was going to have another cave-in? I intended to be with you on our honeymoon, Hildy. Honest, I did. All I know is that instead of 2 weeks in Atlantic City with my bridegroom, I spent 2 weeks in a coal mine with John Krupski. You don't deny that, do you, Walter? Denied? I'm proud of it. We beat the whole country on that story. Well, suppose we did. That isn't what I got married for. Oh, what is the good of... Look, Walter. What I came up here to tell you is that you must stop phoning me a dozen times a day, sending me 20 telegrams. I write a beautiful telegram, don't I? Everybody says so. Are you going to listen to what I have to say? Look, what's the use of fighting, Hildy? I'll tell you what you do. You come back to work on the paper. If we find we can't get along in a friendly fashion, we'll get married again. What? Certainly, I haven't any hard feelings. Oh, Walter, you're wonderful in a loathsome sort of way. Now, will you please be quiet just long enough for me to tell you what I came up here to say? Have some lunch. And you I have a lunch date already. Certainly, well, break it. I cannot break Certainly it. you can. Will you Come take on. your hands off me? What are you playing, osteopath? Temper. Oh, listen, Walter. You are no longer my husband and no longer my boss. And you're not going to be my boss. What's that supposed to mean? Just what I say. You mean you're not coming back to work on the paper? You are right, Mr. Burns, for the first time today. Got a better offer, huh? You bet I've got a better All offer. right, go on, take it, work for somebody else. That's the gratitude I get. Oh, I wish you'd What were stop you when you panning. came here 5 years ago? A little college girl from a school of journalism. I took a doll-faced hick. Well, you wouldn't take me if I hadn't been doll-faced. Oh, why should I? I thought it'd be a novelty to have a face around here a man could look at without shuddering. Listen, Walter, Listen, I made a great reporter out of you, Hildy, but you won't be half as good on any other paper, and you know it. We're a team, that's what we are. You need me, and I need you, and the paper needs both of Sold us. American. Oh, all right, go ahead. Listen, Walter, please. The paper's going to have to get along without me. So are you. Just didn't work out, Walter. Well, it would have worked out if you'd been satisfied with just being editor and reporter, but not you. You had to marry me, spoil everything. I wasn't satisfied. I suppose I proposed to you. Well, you practically did, making goo-goo eyes at me for 2 years until I broke down. Oh, Walter. And I still claim I was tight the night I proposed to you. If you'd have been a gentleman, you'd forgotten all about it, but not you. You're losing your eye. You used to be able to pitch better than that. Hello? Yeah? What? Sweeney? Well, what can I do for you? What? Wait a minute. I'm not Sweeney. I'm Duffy. Voilà, donc c'est le film dont je parlais tout à l'heure, où il a fallu tout revoir en fonction du fait que c'était une femme qui s'est mise à prendre la place d'un homme. Hein. C'était 2 hommes au départ, et il y a un film de Billy Wilder, de Front Page, qui reprend les 2 acteurs masculins. Donc après La Star, si l'on veut, l'autrice-actrice comme grande femme, comme on dit d'un grand homme, et Garbeau était très grande, Rosalind Russell aussi, du reste. Alors voici le collectivisme sans aucune star de règne absolu. Voici le moment unique, démocratique et libre et fraternel comme sororal de la communauté des actrices-autrices. Donc les Screwball Girls, les filles de la comédie loufoque des années 30 et de la première moitié des années 40. La Dame du Vendredi, dont on vient de voir un extrait au début, en 1940, est une forme achevée de la Screwball comédie. Il y est atteint une forme de plénitude de ce cinéma unique, classique, à mon sens un des plus beaux du monde, en tant que genre de cinéma. Une pointe de vitesse et une pointe de mise en scène de l'actrice-autrice, en tant que la vitesse finit par tout précipiter et renverser du genre, où on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme, selon les canons et les conformismes admis. Tout est réversible dans la Screwball comédie. Parfois, comme au cours de cette scène, c'est Cary Grant, la femme, et Russell, l'homme, quand il s'agit, par exemple, là, de la demande en mariage, par exemple, où c'est elle qui lui aurait demandé et lui fait la femme, quoi.
Dans la screwball comedy, née en 1933, enfin on s'accorde à dire que c'est la première, c'est New York-Miami de Frank Capra ou de Claudette Colbert ou de Clark Gable. Bon. Dans la screwball comedy, tout est moderne, à commencer par la femme qui met sans dessus-dessous l'univers. Qu'elle choisisse donc de divorcer, de prendre un amant, de se remarier, même de téléphoner. Rosalind Russell passe beaucoup de temps au téléphone, de faire des métiers d'homme ou d'être une aventurière et d'escroquer les hommes pour sa survie. Puisqu'elles n'ont pas accès à certains métiers, il faut bien qu'elles survivent si elles partent de la maison. Donc, exemple parfait de la femme moderne, Rosalind Russell est journaliste, à une époque où très peu de femmes journalistes existaient. Et moi, quand j'ai découvert le film, je croyais que toutes les femmes des années 30 étaient vêtues comme ça et faisaient des reportages. Le genre féminin est autrice du genre comédie, avant tout, et sous toutes ses formes. Ça, c'est très important. Pour moi, le genre féminin a fait ce genre, qui est la comédie burlesque, pour commencer, la screwball comédie, la comédie musicale, la comédie romantique et la comédie sentimentale. C'est le genre où les femmes prennent l'ascendant et où elles se moulent et s'incorporent comme si elles étaient chez elles. Les drames, les tragédies sont davantage des récits de victimes, de soumission à un ordre social, politique, patriarcal ou familial, disons, ainsi des films du pré-code ou le woman's movie, indépendamment de leur qualité. Screwball Girls, donc, à mon sens, c'est le seul mouvement de sororité avéré du cinéma. Inconsciente peut-être, mais à considérer l'ensemble des films produits ô combien réels, où toutes les actrices participaient à un mouvement moderne de féminité au cinéma, de monstration en acte, via les costumes, la langue, les postures, les accents, les manières, la façon de fumer, de ce que la minorité à l'époque, la femme en pantalon, travaillant à des postes d'habitude destinés aux hommes, les journalistes, psy ou hors-la-loi, pouvaient se donner comme droit en s'affranchissant des lois, et d'abord les lois du mariage ou même celles du divorce. Et là, je me cite. La comédie parlante hollywoodienne est née sous le signe du féminin et de la screwball comédie, c'est-à-dire cette forme bavarde et braque qui tient davantage de la pure expérimentation métrique, de la secousse sismique que du colloque sentimental. Un marivaudage sans fausse coquetterie, ou une comédie shakespearienne dont on aurait accéléré le débit, les images, arraché les masques et la féerie, tout en prenant soin d'en conserver la séduction travestie et l'échappée pastorale, ou variante, le chalet à la montagne, l'escapade pour aller coucher ailleurs. Une comédie autant peuplée de femmes que d'hommes, pour la première fois, à égalité. Elles ont même eu tendance à prendre l'ascendant, à occuper plus de place à l'écran que leurs partenaires en dinguerie, ces Amazones des années 30 et 40, qui menèrent la bataille sans effusion de sang de la modernité féminine, et dont l'arme et la provocation majeure se résumaient à cela, être drôle. Peuplade éparpillée de personnages féminins irrésistibles au gré des films, créatures émancipées, sorties d'on ne sait trop où, si bien que l'on put croire à une génération spontanée. Même si c'est plus compliqué, ça vient vraiment du cinéma pré-code, etc. Mais bon, tout ça n'est pas évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est que si le rire est le propre de l'homme, il est moins certain qu'il soit celui de la femme. C'est même douteux. On n'attend pas d'une femme qu'elle fasse rire, et de surcroît s'il s'agit de la sienne. L'humour d'une femme est jugé toujours un peu déplacé. Ça l'était et ça le reste dans une moindre mesure. Gênant, dévergondé, ainsi en va-t-il de toute outrance féminine. Qui est-elle, cette drôlesse qui rit et aussi surtout qui fait rire ? Une furie, une excentrique, une aventurière, une suffragette, une androgyne ou une folle, quoi qu'il en soit, certainement pas une épouse. Aux femmes de mauvaise vie du cinéma pré-code Hays, le fameux code Hays, Ligue de vertu, aux femmes de mauvaise vie du pré-code au tournant des années 1930 et de ces films très bruts, très beaux et immoraux qui restituaient la débrouille de femmes célibataires en pleine dépression de 1929, succédèrent alors les mêmes femmes, mais en pire, c'est-à-dire en drôle. Les femmes de grande vie, non plus de mauvaise vie, telles que le chante Léo Ferré. Les filles perdues, les femmes fatales, les vampes, firent place à des filles en fugue, exaltées et autonomes. Elles fuirent un père, un mariage, ou même un divorce, un destin tracé d'ennui pour aller au-devant de la providence, ingénieuse toujours, et donc de la grande vie qui mène grand train. Leur modernité est comme elle, dans cette vivacité divertie qui prend le monde entier de vitesse. Au plus fort de ces comédies loufoques, screwball comédie, il y a cette double tension spéciale,
prodige d'illusions comiques, entre d'une part l'intensité impétueuse du jeu, des gestes et des gags, et d'autre part le sentiment que la comédienne accorde une attention distanciée au numéro auquel elle se livre. Elle est le spectacle et simultanément elle est au spectacle. L'actrice dédoublée, encore une fois, est sa première spectatrice. Et elle a l'œil critique que ce talent contorsionniste implique. S'amuser sans amuser, jouer sans jouer, et la griserie et la grâce qui parvenir entraînent. C'est une espèce d'apesanteur de grande classe. Avec cette collectivité d'actrices-autrices, où même les hommes étaient des femmes et vice-versa, selon le moment, l'occasion, la blague, le bon plaisir ou le mauvais désir, on a la screwball utopie d'une communauté interchangeable, travestie et transformiste, où l'amitié amoureuse détrône le mythe du grand amour et des passions sinistres. Ce sont des films où le matérialisme, un sens aigu du réalisme, comment dans cette société gagner sa vie, assorti du sentimentalisme le plus enfantin, tient pour une forme absolue d'anti-romantisme. C'est dans une revue à présent disparue, Carbone, que j'avais écrit ces lignes, extraites d'un article consacré aux Screwball Girls, que j'avais appelé Material Girls, comme je nommais déjà, et paru à l'automne 2018, consacré au thème des Amazones. On voit ici comme tout y est. Et voici, dans un extrait à venir, revoilà Cloukor, le grand partenaire des actrices-autrices. When something like this happens to you, I'm not going to lie to you and tell you I didn't keep hoping it would happen. All the speeches that you've made up in your bedroom or in the bathtub go out of your mind completely. And you find that out of all the words in the world, just 2 stick in your mind. Thank you. And all I can do is to say them to you from my heart and Congratulations, my dear. I made it just in time, didn't I? May I borrow the end of your speech to make a speech of my own? My method for gaining your attention may seem a little unconventional, but hard times call for harsh measures. I had my speech all prepared, but it's gone right out of my head. Let's see. Well, it's silly to be so formal, isn't it? I know most of you sitting out there by your first names, don't I? I made a lot of money for you, gentlemen, in my time through the years, haven't I? Well, I need a job now. Yeah, that's it. That's the speech. That's it. I need a job. That's what I wanted to say. I need a job. It's as simple as that. I need a job, that's all. My talents, I may say, are not confined to dramatic parts. I can play comedy, too. Yes. Well, we'll play something, somebody. Norman, darling. Let's sit down. Donc voilà, on change un peu
d'ambiance. On est dans les années 50, donc vers la fin du grand Hollywood. Judy Garland, j'ai appelé ça Judy Garland ou la contradiction du reflet. Son chant, sa voix, et son contre-chant. Parce qu'elle n'était pas ce qu'on a beaucoup vu dans les comédies musicales. The Star is Born, Une étoile est née. Judy Garland, c'est le clown intoxiqué, la chanteuse addicte, dans un monde pastel et un pays de cocagne. Le film est entièrement bicéphale, est construit entièrement sur le chant et le contre-chant, sur Mason et elle comme reflets l'un de l'autre. L'enfant star que Judy Garland fut fait d'elle une actrice-autrice de fait. Son œuvre est sa vie, brève et précocement interrompue parce que Hollywood a fait d'elle une toxico, incontrôlable et autodestructrice, même si à l'époque, beaucoup des acteurs étaient comme ça parce qu'on pensait que c'était des médicaments qui les empêchaient de grossir ou de déprimer, mais bon, ça les rendait addicts. Et Hollywood a abusé de Judy Garland. Louis B. Mayer a abusé de Judy Garland, la petite du magicien d'Oz. Lui qui avait déjà rebaptisé Greta Gustafsson en Garbo, a rebaptisé Francis Gumm en Garland. Il avait un truc peut-être avec les stars en gare. Et quand Garland fait le remake d'Une étoile est née, parce que c'est un film qui a connu plusieurs versions, qui a été coécrit par une autrice déjà et pas des moindres, Dorothy Parker, Judy Garland à ce moment-là a quitté la MGM en 1950, donc la MGM de son mentor et bourreau. Et elle initie et coproduit le film elle-même avec son époux producteur acéphalo, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, à la Warner. C'est bien Garland qui, 4 ans après s'être retrouvée sans boulot, comme on entend Mason le dire, parce que jugée trop instable, devient l'autrice du film qui raconte sa vie, mais en donnant son rôle au personnage masculin qu'elle regarde s'enfoncer comme une spectatrice d'elle-même. C'est une sorte de biopic d'elle-même par ricochet. Et donc je reviens sur l'exemple de Cukor qui mérite qu'on s'y arrête encore un petit instant, parce que chez lui, il y a donc cet effet de miroir et de ricochet passionnant toujours. Lui-même se portraiture à travers les actrices. C'est pour ça que j'avais petite beaucoup entendu que c'était un cinéaste misogyne, mais bon, je n'aime pas tous ses films, hein, j'aime pas Women par exemple, mais si c'est lui en femme, hein, et comme il se voit toujours chez les femmes, je ne vois pas en quoi il est misogyne, puisque c'est lui. Au pire, il est dans la haine de soi, mais c'est vraiment pas un cinéaste misogyne. Donc il se portraiture à travers des actrices, tout en leur laissant jouer quelque chose de leur création à elles en tant qu'elles-mêmes, et en dernier recours, comme dans Une étoile est née, dont la dernière séquence est un vertige, une mise en abîme portée à une sorte de pointe d'émotion extrême. Bon, je vais répéter la dernière phrase du film que je pense tout le monde connaît. Hello everybody, c'est Judy Garland. This is Mrs. Norman Maine, qui fait que Garland, parlant du personnage de Mason qui vient de mourir, affirme dans un des plus célèbres sous-entendus de l'histoire du cinéma, ce méta que chacun a là sait discerner, que c'est son histoire qui a été contée à travers celle de l'homme, de Mason, qu'elle a suivi à la fois en acolyte et en spectatrice, que le film est une sorte de création monstre à partir de sa vie à elle, ses démons à elle, son talent et son génie. Donc, dans un déplacement méta assez époustouflant, Garland est à la place de James Mason et elle se regarde faire pendant tout le film. Elle le regarde comme elle-même se regarde en train de se tirer le portrait en direct. Le trouble dans le genre, je répète, est là depuis longtemps au cinéma, et cela via le corps et l'œuvre des actrices, où les hommes sont à la place des femmes et inversement, et ainsi James Mason en Norman Maine est finalement un personnage féminin. Beaucoup d'acteurs ont d'ailleurs décliné le rôle par crainte de jouer le has-been ou le faible et que ça leur porte la poisse, en gros. Ainsi, Marlon Brando a refusé, et c'est d'ailleurs lui, enfin, de ce que j'en sais, qui, sur le tournage de Jules César de Mankiewicz, qui aurait désigné James Mason pour le rôle. Ou différemment, quelqu'un comme Montgomery Clift a refusé parce qu'il se sentait trop proche de Norman Maine. Et c'est pourquoi il fallait un acteur qui sache ce qu'il faisait, à savoir ne pas faire d'ombre à Garland. Elle qui était en train de devenir l'ombre d'elle-même, elle n'a presque plus tourné ensuite, à part Jugement à Nuremberg et Child is Waiting, le film de Cassavetes. Ne pas lui faire d'ombre, car sachant que c'était son film à elle, d'elle qu'il s'agissait,
Et le génie, et je pèse mon mot, hein, le génie de James Mason, qui n'avait rien à voir avec le personnage d'alcoolique, c'était quelqu'un d'absolument posé, là pour le coup, c'est pas sa vie, c'est cette intelligence permanente de jouer ça, cette bouleversante attention de tous les instants pour celle qui est censée, dans la fiction, lui accorder une attention constante, et pourtant qu'il personnifie, lui, cette actrice, cette femme, Judy Garland, dans la comédie musicale la moins comédie qu'on ait vue. Et c'est vraiment magnifique ce que James Mason fait. Et d'ailleurs, ils se sont très bien entendus. Dans ce monde du spectacle encore classique, mais plus pour longtemps, 1954, puisque si on s'en tient à ce que Jacques Lourcel dit, c'est jusqu'à 1958, et après on passe à autre chose, c'est dans le classicisme. Donc, dans ce monde du spectacle encore classique, Garland nous permet de suivre le passage du temps, d'une époque bientôt révolue, les derniers feux, et la conscience mélancolique de ça, avec les diverses stratégies de retrait de l'actrice, Garbeau, dans La femme aux deux visages, puis Garland, via ce drame affleurant tout le temps dans la comédie. Or, curieusement, et ça j'y tiens, malgré tout ça, tout ce que je vous dis, et qui est clair dans le film, tout le monde savait que c'était l'histoire de Judy Garland, les films des actrices-autrices apparaissent comme le contraire de films théoriques, qui auraient une espèce de haute idée d'eux-mêmes, d'une façon de post-modernité un peu toc, dont peut abuser le méta. Ce sont des films qui restent dans l'évidence émotive à cause de cette épaisseur que donne la littéralité réaliste de l'actrice, sa présence même et sa transparence même. Je reprends donc ce que je disais plus tôt. Tout beau film d'actrice-autrice est un document et un documentaire de l'actrice sur elle-même, même et y compris si c'est un homme appelé Norman Maine. Donc ce sont des façons de voir, de montrer, qui nous épargnent aussi l'anecdote ennuyeuse de nos existences, et des existences des gazettes, galas, tout ça, enfin, des vedettes. On est en phase esthétique avec la vie, avec l'expression de soi, le récit d'une femme actrice qui met dans cette faculté de se voir en se montrant, dans cet art de l'apparition, cette part autrice qui fait que le film en est éclairé de façon très particulière, individuelle et sombrement métaphorique. Garland, ça a toujours été l'idée d'un autre monde meilleur et du recommencement, du starting over the rainbow. Monde nouveau, comme une des chansons d'une étoile aînée s'intitule, New World, dont on ne cesse jamais de faire le voyage aller et retour entre l'art et le cauchemar. À la fin du film, un peu à la façon de l'antienne de Greta Garbo, en sanglots, Garland crie « Leave me alone », comme les actrices qui nous déclarent sur tous les tons qu'elles veulent qu'on les laisse tranquilles, « let alone ». Et ce n'est pas forcément subir que de souhaiter ça, qu'on ne les importune pas. C'est même le contraire. C'est une force et un pas de retrait. C'est comme Wanda. Let's go. Where? Anywhere. Let's go. Happy New Year! Hey, come on. Leave me alone. I'm dizzy. No. Did you see why after he was dancing? stood up, You know, Jack? it looks like it. But would you be an angel? Huh? Oh, yeah. I'll love you for the rest of my life. I'll go look for him. Now lay off, Bill. Cut it out, I tell you.
Donc c'était d'abord Splendor in the Grass, La Fureur dans le sang d'Elia Kazan avec Barbara Loden, et Wanda 2 et avec Barbara Loden. Wanda est seule au monde. Est-ce qu'elle est heureuse ou malheureuse? Elle flotte. Elle est dans un état constant de flottement. Dans le Kazan, elle est ivre. Et c'est typiquement la mauvaise femme, la femme de mauvaise vie. Elle se fait violer. Et même si le personnage est beau, c'est même ce qu'il y a de plus beau dans ce film, à mon avis, très surévalué, comme Kazan, c'est aussi un peu qu'elle l'avait cherché. Et il faut rien moins que son frère, son gentil frère, Warren Beatty, pour venir à sa rescousse et la sauver. Elle sort ensuite, comme ça, par la droite du plan, en voiture, et on ne la reverra jamais plus dans le film. Bien plus tard, au détour d'une discussion, on apprendra qu'elle est morte, précisément dans un accident de voiture, quelque temps plus tard, mais enfin, vu la vie qu'elle menait, ce n'est pas très étonnant. La misogynie du traitement de Ginny, le nom du personnage dans le film, même intéressante, en ce que Loden en fait son affaire, en rendant le personnage déchirant. La misogynie est là, dans cette façon ne serait-ce que de la laisser partir et de rester sur la baston, de préférer filmer les hommes qui se cognent bien virilement et avec un joli filet de sang qui bave d'un coup reçu à la bouche, plutôt que d'accompagner Ginny et de la consoler en filmant son visage dévasté ou hagard ou fermé, on ne le saura jamais. De la part d'un auteur qui filmait vulgairement la vulgarité, voilà ce qu'on a, rien de plus, c'est dire l'attention de Kazan aux femmes. Un point, c'est tout. Or, pour ceux qui ne le savent pas, Kazan, c'était le compagnon de Loden et il en devint le mari, comme chacun sait ou pas. Bon, bref. Alors,
Quand on voit Wanda, quand on voit Barbara Loden dans Wanda, cette autre scène de viol, la seconde, tournée 9 ans plus tard, le premier film de 61 et Wanda de 70, on sait alors que ce n'est pas du chiquet. En revoyant le film, c'est la première fois que ça m'a explosé à la figure. C'est comme on dit de cette expression que je déteste, horrible, du vécu. C'est son vécu. Ça semble soudain évident, d'autant que la scène est détachée du reste du film, advient comme ça, juste avant la fin, sans crier gare. Et cependant, précisément, on pressent qu'il se joue là quelque chose de fondamental pour Loden, de mettre en scène une tentative de viol, et très différemment de la manière ellipsée qu'avait filmé Kazan. Et dans le livre de Nathalie Léger, qui s'intitule « Supplément à la vie de Barbara Loden », paru en 2012 chez POL, c'est écrit. Je l'ai découvert donc il y a quelques jours. Enfant, Barbara Loden a été abusée par un de ses oncles. Seulement voilà, une actrice-autrice rend compte de ça, mais aussi le surmonte. Dans Wanda, Barbara Loden se dégage. Elle réagit, et c'est même la seule fois du film où elle réagit. C'est la seule fois où elle dit non, où elle hurle, et où elle parvient à fuir sans se retourner. Elle n'a pas besoin d'un gentil frère avec ses poings pour une partie de bagarre entre hommes et un filet de sang. Donc on est dans l'année 70, 15 ans après Une étoile est née. Et en cette année, Barbara Loden ouvre la marche à ce que je n'ai donc pas traité en tant que telle ici, les actrices-autrices cinéastes, et non plus anonymes. Avant elle, bon alors c'est faux parce que la même année, en 70, il y a aussi Hélène May, qui est une actrice qui a fait un film qui s'appelle New Leaf avec Walter Matthau, Un nouveau départ. Mais bon, c'était pas du tout dans le cinéma vérité tel que Loden a fait avec Wanda dans un film totalement indépendant. Donc avant Loden, il y en eut très peu. Il y eut surtout, et d'abord bien sûr, Ida Lupino, qui a fait 6 films entre 1949 et 1953, en ayant fondé sa société de production, The Film Makers, avec son mari de l'époque, Collier Young. Et c'est à partir de Lupino, une longue histoire de l'indépendance, parce que c'est toujours par des productions indépendantes, de l'actrice-autrice-cinéaste qui nous est contée, mais qu'on ne racontera pas aujourd'hui, faute de temps. Une chose quand même sur Lupino, une anecdote. Avant Loden, puisque si Loden fut la première à être de la sorte intégralement des deux côtés de la caméra, cela arriva à Lupino une seule fois. Dans ses films, elle ne joue pas, sauf une fois, et pas la moindre, c'est dans The Bigamist, qui raconte quelque chose de très proche de la vraie biographie de l'actrice-autrice. Son mari Collier Young menait une double vie, comme le personnage du film, qu'elle a fait bien après, en connaissance de cause. Et mieux encore, c'est John Fontaine qui joue l'autre femme. Or, c'est bien pour Fontaine que le mari de Lupino l'avait quittée. Autrement dit, l'actrice Fontaine est devenue la vraie nouvelle compagne de l'époux de l'actrice-autrice Lupino, laquelle, pour corser la chose, joue pour la seule fois dans un de ses films, et non l'épouse, mais la maîtresse. Et c'est John Fontaine qui joue la femme légitime. Alors, bon, je ne sais pas si Lupino s'est amusée, non pas par vengeance, parce que je crois qu'elles se sont bien entendues, mais enfin, je trouve ça assez classe d'avoir fait ce film comme ça. C'est pas une comédie du tout, mais c'est un beau film. Donc, avant Lupino, sinon, pour dire rapidement, il y a eu la grande effervescence du muet, les débuts d'Hollywood, quand les femmes avaient encore la voie libre, parce que tout le monde se foutait du cinéma, c'était pas intéressant et pas lucratif. Donc, les femmes avaient la voie libre pour s'emparer de ce nouveau divertissement, le cinéma, avant que ça devienne, et grâce à elle en partie, ainsi un fructueux business florissant, au point que les hommes le reprirent en main et fondèrent les majors, les studios, toutes bien entendu dirigées par des hommes, Mayer, Cohn, Selznick, Warner, Zanuck, etc. Et vite fait, je cite Alice Guy, qui maintenant est un tout petit peu reconnue, qui, elle, avait fondé sa société de production quand elle était partie aux États-Unis, indépendante, et qui fit vite faillite, par exemple. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'un des premiers studios hollywoodiens, la United Artists, fut fondé par 3 comédiens et un cinéaste, Griffith. Et parmi ces 3 comédiens, une femme, la petite fiancée de l'Amérique, dont on mesure mal aujourd'hui la gloire et qui pourrait très bien être rangée parmi les actrices-autrices tant elle eut de pouvoir dans le Hollywood naissant, Mary Pickford. Et les 2 autres comédiens, c'était son compagnon, Douglas Fairbanks, et un certain cinéaste comédien, Charlie Chaplin. J'ai précisé aussi que Lillian Gish a réalisé un film intitulé Remodeling Her Husband, la reine conjugale, avec sa sœur Dorothy dans le rôle principal, mais qui s'est perdue. Par ailleurs, Gish, c'est une autrice anonyme très grande. Moi, je pense que son apport au cinéma équivaut pratiquement à celui de Griffith, qu'elle a conseillé et qu'elle inspira pour les bases jetées du cinéma.
Il l'admirait beaucoup, Griffith admirait beaucoup Lillian Gish. Mais à quelques autres exceptions près, vraiment, c'est à partir des années 70 qu'enfin les femmes, et dans ce qui ici nous intéresse, les actrices, se mirent réellement à faire des films en nombre et un peu partout. Et j'ai cité un bon nombre de noms en introduction. Barbara Loden, donc la première. Elle a fait ce seul long métrage en 1970, morte 10 ans après, précocement, à 48 ans d'un cancer du sein, alors qu'elle avait d'autres projets qu'elle n'a pas eu le temps de monter. Et pour elle, c'est clair tout de suite, dans son film, il s'agit d'imposer son rythme, son temps, sa lenteur. Au début du film, on entend « You're too slow », c'est son employeur au début qui ne veut plus d'elle parmi les couturières parce qu'elle est trop lente. C'est un enjeu aussi pour l'actrice-autrice. C'est bien de cela, depuis le début, qu'il s'agit. Une actrice-autrice impose son mouvement, son temps, un déplacement et un rythme à elle, qui en impose au film et fait la mise en scène. Elle fait le film, elle fait un film. C'est une manière de marcher, d'avancer, de se déplacer, d'être synchrone entre l'apparition et l'être. C'est un principe d'apparition qui est Wanda, car qui est-elle au début? Rien et personne. On suit donc une pensée. Et alors, pourquoi pas celle de l'actrice? On peut très bien voir un film dans sa pensée à elle, d'actrice-autrice, c'est-à-dire aux prises avec sa représentation. Parce que qui conduit et qui mène la danse? Par exemple, il y a plutôt dans le film cette scène de la voiture où elle est assise sur le capot et elle parle d'elle à Mr. Higgins, son partenaire en dérive criminelle, et elle a le soleil dans les yeux. Le méta, c'est aussi le moment de ce réalisme supplémentaire qui s'ajoute à l'enregistrement instantané de ce qu'on a sous les yeux, qui peut aveugler, comme le soleil, cet autre réalisme existentiel de l'être qui joue et qui témoigne de sa présence, d'un « j'ai été là et j'ai été celle-là ». Alors oui, il y a ce moment magnifique où Wanda laisse tomber au détour du dialogue à Mr. Higgins « So, I guess I'm dead ». Il y a un silence. Donc j'imagine que je suis morte. Et on voit Loden, vivante, qui plisse les yeux parce qu'elle est face au soleil qui se couche et qu'il faut vite tourner tant qu'il y ait encore de la lumière. C'est très simplement sublime, beau et triste de voir Loden vivante. Ah, et le film, pour ne rien gâcher, par ailleurs, est très drôle en plein d'endroits. On ne le note jamais assez, mais Wanda, dans sa gaucherie, son côté lent, donc, et empêché tout le temps, est aussi, avec ses bigoudis ou sa sauce tomate affamée, un corps burlesque. Il ne se passe donc pas grand-chose dans Wanda, Wanda the Wanderer, sinon ce principe d'errance, de dérive, de lenteur d'un être qui va. Il ne se passe rien, sinon une femme qui passe. Wanda passe. Il y a donc deux femmes qui ont ressuscité le film en 2 temps, en se passant le relais, parce que c'est un film qui est passé assez inaperçu à l'époque, malgré son mari. C'est Duras et Huppert. Ça suffit à poser les choses. Marguerite Duras d'un côté, Isabelle Huppert de l'autre. 2 femmes qui se mettent en scène différemment. L'importance de l'apparition de Loden par Loden et l'importance qu'elle a eue pour plein de cinéphiles depuis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire de Wanda? Que c'est un film d'actrice qui se met en scène ou un film d'une autrice qui se filme? C'est indémêlable. Actrice-autrice d'un film seul pour une femme seule. Et alors, et on va passer à toute autre chose, quand une actrice-autrice transforme son art dans sa vie et y consacre tout d'elle-même, ça devient quelque chose. Un art total de femme en vogue. Okay. Say 3. Good. Great. Take a breath. Good. This is crazy. Nobody talks about this on film? The insanity of doing this all on a documentary. Well, this is a serious matter, your throat, yes? Why should I stop here? But does anyone say it? Who's anyone? Well, anyone that comes into this insane atmosphere. You realize they all feel it when they come into this atmosphere. When they come into your dressing room, when they come wherever you are, they feel crazy. Now, do they talk about it? No, they accept it. Well, why don't they talk about it? Because. Well, you want to think about that, don't you? No, I don't. So let's get back to my throat.
Do you want to talk at all off camera? You have nothing to say. She doesn't want to live off camera, much less talk. I think that's what it is. There's nothing to say off camera. Why would you say something if it's off camera? Tomorrow, you're going to What point is there of existing? Well, eventually I had to admit that I was a human being, and I agreed to cancel some shows. And I was told by the doctor that I couldn't speak, and I had to write everything down on a piece of paper. Melissa, my assistant, became my only link to the outside world. I think in a lot of ways, New York and the time that I spent there while I was sick was the hardest on her. And since I was staying in my own apartment in New York, I lost contact with the dancers completely. All you need is your own imagination, so use it, that's what it's for. That's what it's for. Go inside for your finest inspiration. Your dreams will open the door. Open up first. It makes no difference if you're black or white, if you're a boy or a girl. If the music's pumping, it will give you new life. You're a superstar. Yes, that's what you are. You know it. Come on, oh. Let your body groove to the music. Hey, hey, hey. Come on, oh. Let your body go with the flow. You know you do it. Beauty's where you find it, not just where you bump and grind it. Soul is in the musical. That's why I feel so beautiful, magical, like the ball. So get up on the dance floor. Let your body move to the music. Hey, hey, hey. Come on, let your body go with the flow. You know you do it. Beauty's where you find it. Beauty's where you find it. Greta Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Madonna, après Wanda, on voit qu'il y a Warren Beatty, de Splendor and the Grass à Truth or Dare in Bed with Madonna, qui a toujours ce rôle un peu de mansplaining, qui vient dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de faire. La première chose remarquable chez Madonna, c'est qu'au fond, elle soit parvenue à habiter un imaginaire cinématographique sans avoir eu nécessairement à en passer par le cinéma. Madonna, si l'on veut, 80 ans après Garbo, qui est d'ailleurs cité, la perruque blonde devant le grand miroir, devant la grande fenêtre, c'est la star sans le cinéma. L'autrice terminale des années 80 et 90, qui en plus se permet de vieillir, n'a pas eu le destin tragique et précocement interrompu ou abîmé de la pop star, de la star comme Judy Garland ou Britney Spears ou Lindsay Lohan, qui est précocement abîmée. Après les Screwball Girls, la Material Girl, qui renvoie tout de l'époque, recrache au public la vulgarité du monde qu'il a façonné, les 80s, et le transcende en faisant une sorte de happening permanent, un spectacle d'elle-même par elle-même qui vaut bien et mieux peut-être, par exemple, que l'artiste Orlan. Une continuelle renaissance à elle-même et au monde de son auto-création, de son auto-engendrement métamorphe, créature qui a toujours su comment s'autoriser de son temps en le calquant à même son corps, son look et même souvent le précédent la mode, avec la scène gay qu'elle a intensivement fréquentée, défendue et pour laquelle, dans les années SIDA, elle a lutté de toutes ses forces et à laquelle elle a emprunté des créations de contre-culture pour son avant-garde pop à elle. Madonna, elle s'est donné les moyens d'une existence bel et bien cinématographique et qui n'a que
assez peu à voir avec les quelques films qu'elle a tournés, même si certains sont importants, comme le film d'Abel Ferrara, Snake Eyes, où l'on retrouve cette constante de l'actrice-autrice qui joue à jouer, et une actrice, en l'occurrence, puisque Snake Eyes est un film sur un tournage, en mise en abîme, qui est finalement l'autre côté du méta, l'autre côté du miroir. Toujours cette histoire de spectacle et de se montrer. Existence qui n'est pas non plus celle d'une comédienne, mais qui est cependant aussi rigoureusement mise en scène qu'une fiction. On peut tout voir de Madonna, et y compris finir dans son lit. In Bed with Madonna, c'est le titre de ce documentaire qu'elle a fait sur elle-même, même si le film n'est pas signé d'elle-même, hein, c'est Alec Keshishian, mais Truth or Dare in Bed with Madonna, 93, sur la tournée de concerts qu'elle a faite. Parce qu'il n'y a rien à voir de plus de Madonna que ce que nous en voyons. Réalité et fiction se mêlent dans ce happening non-stop. Il n'y a qu'à voir comment elle a intégré Instagram et le monde des réseaux sociaux récemment, des filtres et des masques, des mises en scène de soi-même où elle change littéralement à vue, dans une accélération de son sens de la métamorphose, portée au maximum de l'indiscernable entre le vrai et le fake. Et Madonna, c'est vraiment la showgirl intégrale. Madonna, actrice-autrice suprême, dont on peut dérouler le film, l'œuvre, en passant la longue série, ça ferait un film de beaucoup d'heures, je crois, la longue série de ses clips vidéo, car c'est une des artistes de la chanson et du show, une performeuse dans la famille des actrices-autrices, qui a le plus bossé les petits films qui furent chaque fois ses clips. Et jusqu'à cette idée de projet, dont on ne sait pas où il en est, d'un biopic sur Madonna, mis en scène par Madonna, avec une jeune actrice en outre elle-même. C'est une idée géniale et à ma connaissance totalement inédite, l'idée de son vivant, de faire un biopic sur soi-même. Sorte de couronnement de l'actrice-autrice. L'idée du reste, Barbara Loden, tellement éloignée en tout point de Madonna, a priori, elle en avait lancé la piste possible. Bon, avec Wanda, d'une certaine manière, jouer soi-même comme si c'était une autre et filmer une autre comme si c'était soi-même, mais aussi en ce que Barbara Loden avait un autre projet. La trace de cela est aussi dans le livre que j'ai cité de Nathalie Léger. Le projet de jouer le rôle principal d'un film ayant pour titre A Movie Star of My Own, qui devait être un biopic interprété par elle sur une star de cinéma fictive. Donc libre à présent à chacun, à chacune, d'établir sa liste et de poursuivre cette amorce de lignes d'actrices, autrices, directrices ici tirées. Et surtout d'en faire une possible contre-histoire du cinéma, ni misogyne et patriarcale d'un certain cinéphilisme, ni rejetant tout au nom de certains raccourcis par ailleurs féministes qui voudraient ne voir dans le cinéma qu'une vaste industrie d'oppression et d'assujettissement des femmes. Alors que moi, j'y vois rétrospectivement une image de la femme qui, par le cinéma et avec le concours des actrices, j'y vois tout au contraire une force d'émancipation des femmes, modernes, intelligentes, autonomes et ouvertes au monde nouveau, un monde de femmes, en ce siècle de cinéma nouveau que fut le XXe siècle et qu'on a un tout petit peu traversé ce soir. Je me sens reconnaissante et redevable de ces actrices-autrices anonymes dans des films que le cinéma m'a offerts dans toute leur immense beauté, esthétique comme morale. Je suis devenue la femme que je suis, point trop soumise, j'espère, et jamais mariée, grâce, et j'en suis certaine, à ces figures féminines flibustières, pirates, exilées ou clandestines, hyper féminines ou garçons manqués, toutes possiblement ayant conspiré dans leur œuvre contre Hollywood au sein même de sa machine à broyer. Donc j'ai tenté ici une approche de la transparence de l'identité en son dédoublement, en son propre double et son propre spectacle conscient et consenti. Two-faced women, les femmes aux deux visages, Madonna à la scène, à la ville ou dans son lit, Garland en Mrs. Norman Maine, la screwball comédie et les filles sans dessus-dessous dans la confusion masculin-féminin, la confusion des genres. De l'actrice ou de l'autrice, truth or dare, quelle est la part d'action, de vérité, de défi à relever, to dare. Le défi et l'audace d'être vrai, à se montrer à l'écran des illusions, dans une vérité nue, tout habillée. Sortir un jour de l'anonymat de ce qui n'est pas nommé. Actrice, autrice, truth or dare, les deux, ma capitaine. Je vous remercie.